les informations collectées dans ce guide sont essentiellement les informations concernant le handicap moteur, simplement parce que c'est les informations qu'on trouve le plus en fait dans la vie de tous les jours et dans le côté vacances loisirs également. Mais lorsqu'il y a une indication comme du braille ou un système vocal, je le note en fait à chaque fois dans chaque lieu. C'est-à-dire que si dans un musée on trouve un fascicule en braille, ce qui est très très rare, je vais mettre l'information pour aider donc les personnes handicapées, par exemple visuelles, mais aussi pour se dire à l'avenir, une personne qui a un musée et qui voit son collègue avec une inscription en braille, dire tiens, mon collègue a ça, je vais lui demander comment faire et on va pouvoir avancer un petit peu plus loin. Donc la conception d'un guide touristique aujourd'hui me prend à peu près 8 mois. Il faut à peu près un mois pour un repérage avant de partir, c'est-à-dire qu'avant de partir, je contacte bien sûr les offices de tourisme, les associations diverses comme l'APF, pour prendre un maximum d'informations. Je pourrais me contenter d'acheter un guide touristique dans le commerce et de reprendre les informations pour voir les lieux qui sont les plus courus en fait. Mais je cherche vraiment le petit détail et ce qui va permettre à la personne handicapée de prendre aussi plaisir pendant ses vacances. Donc ce mois est nécessaire en fait avant de partir. Il faut à peu près 2 mois pour le repérage sur les lieux. Donc aujourd'hui, pour construire un guide, j'y vais tout azimut, c'est-à-dire de tous les côtés. Je récolte les informations de partout et le guide se construit petit à petit jusqu'à la dernière semaine où je donne mon travail au maquettiste. Donc ça pendant les 3 mois d'écriture. Et puis il faut à peu près 2 mois de conception entre le maquettage, l'impression et puis moi-même. Donc il y a les allers-retours de correction. Donc voilà, la dernière correction commence à être ennuyante puisque ça fait 5 fois que je relis mes écrits. Mais voilà, faut passer par là. J'ai le droit en fait dans ce guide à 0 faute. Donc c'est pas 0 faute d'orthographe. Oublier un S sur une page, sur un mot, c'est embêtant. Mais si l'erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est si je mets qu'un toilette fait 52 cm alors qu'il y a une erreur de frappe il fait 42, là c'est une faute très très importante en fait. Donc là la relecture sert surtout à ceci. C'est un élément qui pourrait gâcher les vacances d'une personne qui s'imaginerait en fait arriver sur un lieu et ne pas trouver ce qu'il souhaite. Donc mon travail sur place, si je prends l'exemple d'un hébergement, c'est de suivre toute la démarche logique du déplacement, donc du parking à l'hébergement, par exemple si c'est un hébergement, le cheminement, si on trouve par exemple du gravier, un sol bétumé, s'il y a une pente. Donc mon travail est vraiment de repérer, de mettre ces petites informations, et la personne, suivant ses capacités physiques de déplacement ou si elle est accompagnée, elle saura elle-même si elle peut ou non se mouvoir sur ce lieu. Donc pour la création de ce guide, j'ai établi, vous allez pouvoir venir le voir vous-même en fait sur les guides ici sur ces guides touristiques. J'ai établi 4 niveaux de difficulté. C'est-à-dire que niveau 1, 2, 3, 4, donc 1 c'est pour les personnes qui peuvent se déplacer sur un lieu plat et à l'intérieur. Niveau 2, donc c'est une personne comme moi qui a peu de force physique au niveau des bras mais qui peut quand même circuler dehors. Niveau 3, on peut monter des pentes assez raides par exemple. Et niveau 4, les endroits où les sportifs de haut niveau peuvent aller avec des pentes très difficiles. Donc il est très facile, si vous montrez le niveau d'accessibilité pour une personne handicapée, elle saura très facilement comment se classer dans ces niveaux. Et après, dans tout le guide, elle saura si l'endroit lui est accessible seul
ou si seulement il y a une difficulté entre le parking et par exemple l'intérieur du logement, visuellement d'un coup d'œil elle saura se débrouiller. Donc voilà par exemple un exemple qui est flou, je suis désolé, vous avez un petit peu de mal à le lire certainement. Donc j'essaye de mettre un maximum de photos. Souvent dans les guides touristiques, personnellement je trouve que ça manque de photos. Là, pour la personne handicapée elle-même ou l'accompagnateur, ce sont des photos très très parlantes. En fait, on voit rarement de photos de WC dans un guide touristique. Là, pour moi, visuellement, je sais exactement si ça me va ou pas. Ou si la personne accompagne, la personne accompagnatrice le sait également. On voit les barres de maintien, on voit le sol, le lit, on sait quel type. Donc, s'il y a un élément qui gêne, la personne pourra appeler le responsable, là, par exemple c'est un gîte, le responsable du gîte, à dire voilà, votre lit est un lit double, il fait, j'ai mis la hauteur sur le plan en bas, il fait 53 cm, est-ce que vous n'aurez pas 3 cales pour les rehausser? Donc là la personne pourra exactement s'imaginer ses vacances. Donc le plan en bas est très important, puisque visuellement en fait on va exactement voir comment on va pouvoir se débrouiller dans cet endroit. Donc, par contre, mon maquettiste peste un petit peu, parce qu'à chaque fois que je lui apporte un guide, il a 150 plans de toilette à faire. Donc voilà, il m'a dit, la dernière fois, il m'a dit tout ça, mais je dis ouais, plus ça va, plus il y en a, parce que les plans sont très importants et les gens en veulent les personnes qui achètent les guides en veulent de plus en plus. Donc la personne qui a réalisé ces guides, donc c'est moi-même. Je suis donc mon handicap c'est une tétraplégie assez haute puisque j'ai du mal à rouler seul dehors, à l'extérieur. Si ce guide avait été fait si les mêmes éléments avaient été mis par une personne valide, et si ces guides avaient été faits par un journaliste valide, il n'aurait pas le même impact et le même intérêt par rapport à la lecture en fait, que ce soit une personne handicapée ou une personne qui l'accompagne. Simplement parce que le lecteur peut se refléter en fait par rapport au handicap et se dire il y est vraiment allé et les informations qui sont mises dedans sont vraiment les bonnes. J'ai aujourd'hui reçu aucun mail négatif sur ces guides. Par contre, je vous appelle à un moment donné s'il y en a, puisque je suis toujours en recherche de la qualité en fait des guides. Donc, s'il manque des éléments, c'est avec plaisir que je les accepterai. Mais aujourd'hui, c'est la conception convient parfaitement aux personnes qui l'utilisent. Donc, dans ma notion de création de guide, je veux que les personnes handicapées voyagent comme des personnes valides. Et j'y fais bien attention dans mes écrits également. Moi, lorsque je suis en vacances avec ma femme, j'ai pas envie de me retrouver dans un lieu où il y a beaucoup de personnes handicapées. Voilà, si je vais dans un restaurant et qu'il y a 2 ou 3 personnes handicapées, voilà, ça me satisfait. Aussi, s'il y a un groupe, il peut y avoir un groupe de temps en temps, ça c'est pas le cas. Mais dans mes écrits, j'y fais attention pour pas créer un guide adapté. C'est bien un guide des lieux accessibles. C'est la différence entre ces deux termes. Donc là, je vous parle rapidement de mes guides accessibles et du label tourisme handicap, puisque certaines personnes m'ont dit vous êtes en conflit avec le label tourisme handicap. Alors pas du tout. Selon moi, le label tourisme handicap a été donc créé par l'État pour inciter les professionnels à rendre leur lieu accessible. Moi, je crée ces guides pour inciter les personnes handicapées à utiliser ces lieux. Donc c'est vrai que lorsque le label tourisme handicap est présent dans un lieu, moi je rajoute en plus, ça fait une information supplémentaire pour le lecteur. Donc les guides pratiques, jusqu'au bout, la spirale a été choisie. Ça ne plaisait pas au libraire parce qu'il ne pouvait pas le mettre sur la tranche. Aujourd'hui, j'ai trouvé la tactique, en fait, c'est toujours des spirales
On a